Imaginez le silence. Pas un silence ordinaire apaisant, mais un silence lourd électrique, une chape de plomb posée sur une forêt immense. Nous sommes au printemps 1943, quelque part dans les steppes russes près de Koursk. Dans cette immensité, des millions d'hommes, des milliers de chars d'acier et d'avions se sont figés. Du simple soldat tremblant de froid dans sa tranchée jusqu'à Staline derrière les murs épais du Kremlin, tout le monde le sait, l'orage approche. Ici va éclater la plus grande bataille de l'histoire de l'humanité. Mais une question, une seule, hante les esprits, une question dont dépendent des millions de vies et peut être l'issue même de la Seconde Guerre mondiale. Quant à quelle heure précise, Hitler donnera-t-il l'ordre fatal? Dans son bunker de commandement, le général Konstantin Rokossovski, commandant du front central, fixe ses cartes avec une intensité brûlante. Cet homme, un stratège brillant qui a survécu aux purges staliniennes, comprend une vérité terrifiante: toute la puissance de ses armées, ses kilomètres infinis de tranchées, ses champs de mines patiemment posés, ses canons, anti-chars. Tout cela sera inutile si les Allemands frappent là où on ne les attend pas, et surtout à un moment où l'armée rouge n'est pas prête. Les services de renseignement traditionnels sont à bout de souffle. Les pilotes risquent leur vie pour quelques photographies floues des positions allemandes. Les partisans courageux ombres derrière les lignes ennemies comptent les trains de ravitaillement. Mais tout cela ne donne qu'une silhouette floue de la menace. Les Allemands sont prêts, ils sont nombreux, ils sont puissants. C'est indéniable. Mais la date, l'heure H, reste le secret le mieux gardé du Troisième Reich. Le commandement allemand protège cette information comme la prunelle de ses yeux. La moindre fuite serait synonyme de désastre. Et c'est là, dans ce silence assourdissant, saturé de rumeurs et d'angoisse, qu'entrent en scène des acteurs invisibles. Personne ne les voit, personne ne les entend. Ce sont des hommes et des femmes casqués d'écouteurs, les combattants du front invisible, dont l'unique arme est l'éther, les ondes radio. Pendant des décennies, leur histoire a été enfouie sous le sceau du top secret. Même les mémoires officielles des grands maréchaux soviétiques sont restés muets sur leur rôle. Ceci est l'histoire de la façon dont quelques radiogrammes déchiffrés captés dans le chaos statique des ondes ont non seulement donné la réponse à la question la plus cruciale de la guerre, mais ont permis de porter un coup qui a stupéfié la Wehrmacht et brisé pour toujours l'échine de la bête nazie. C'est l'histoire d'une opération interdite, née dans le silence absolu. De l'autre côté de ce silence, à des milliers de kilomètres dans sa tanière du Loup en Prusse orientale, Adolf Hitler écoute ses généraux. Sur la table en chêne massif repose un dossier frappé du nom de code Citadelle. Le plan est audacieux d'une simplicité presque géométrique. Les forces allemandes doivent lancer 2 coups de bélier gigantesques, l'un venant du nord depuis Orel, l'autre du sud depuis Belgorod. Ces 2 mâchoires d'acier doivent se refermer près de Koursk, piégeant dans un chaudron titanesque les forces principales des fronts soviétiques. Après la débâcle de Stalingrad, l'Allemagne a désespérément besoin d'une victoire éclatante. Une victoire qui restaurait le mythe de l'invincibilité allemande et forcerait peu être l'Union soviétique à négocier. Mais les généraux sont divisés. Heinz Guderian, le père des blindés allemands, supplie de reporter l'offensive. Il sait que ces nouveaux jouets, les chars Tigre et Panthère, sont encore capricieux, souffrant de maladies de jeunesse mécanique. Pour lui attaquer de front les défenses soviétiques est un suicide, une boucherie inutile. À l'opposé, Erich von Manstein, l'un des esprits les plus affûtés de la Wehrmacht, presse le Führer. Il martèle qu'il ne faut pas laisser une seconde de répit aux Russes. Chaque jour perdu est un cadeau fait à l'ennemi. Il faut frapper maintenant avant que l'ours russe ne se remette de l'hiver. Hitler hésite. Il sait que c'est un coup de poker. L'échec de Citadelle signifierait la perte définitive de l'initiative à l'Est. Alors il se tourne vers une troisième voie, ses propres espions. La Bwehr et le service armées étrangères Est de Reinhard Gehlen sont formels. Les Russes ne savent rien de nos plans précis. Oui, ils s'attendent à une attaque, mais le où et le quand restent pour eux une énigme totale. Les Allemands ont tout verrouillé. Les mouvements de troupes ne se font que la nuit, phares éteints. Le silence radio est absolu. Toute émission non autorisée est passible de la cour martiale. Ils sont persuadés d'avoir leur atout maître dans la Manche, la surprise. Ils imaginent déjà le matin du 5 juillet, quand des milliers de chars et d'avions s'abattront sur des Russes endormis. Ils ne se doutent pas qu'à cet instant précis, chacune de leurs unités, chaque état-major, même silencieux, est déjà épinglé sur les cartes soviétiques. Trahissent par ces ondes invisibles qu'ils croyaient maîtriser. Pendant ce temps, au Kremlin, l'atmosphère est tout aussi lourde.
Joseph Staline a réuni son haut commandement. Le dilemme est le miroir de celui d'Hitler. Que faire du saillant de Koursk? Cette avancée dans les lignes allemandes est une menace pour l'ennemi, mais elle est aussi terriblement vulnérable. Certains généraux fougueux héritiers de la cavalerie exigent une attaque préventive. Pourquoi attendre le coup? Il faut frapper les premiers. C'est l'esprit de l'armée rouge, toujours l'offensive. Mais deux hommes s'y opposent avec fermeté, les maréchaux Zhukov et Vassilievski. Zhukov, auréolé de sa victoire à Stalingrad, ose contredire. Staline, ne nous jetons pas dans la gueule du loup. L'ennemi a rassemblé ici son élite. Si nous attaquons les premiers, nous briserons nos dents sur ses défenses. Faisons l'inverse. Laissons-les venir. Usons-les contre nos lignes, détruisons leurs chars, saignons leur infanterie. Et quand ils seront à bout de souffle, alors et seulement alors, nous lancerons nos réserves fraîches pour les achever. C'est une stratégie d'une audace psychologique inouïe, la préméditation défensive. Accepter de subir le choc pour mieux contre-attaquer. Staline, après une longue réflexion, tranche en faveur de Zhukov. L'armée rouge commence alors à s'enterrer. Koursk devient un chantier pharaonique. On creuse des centaines de kilomètres de tranchées, on érige 8 lignes de défense sur 300 kilomètres de profondeur. La densité des mines est sans précédent, jusqu'à 3000 mines par kilomètre de front. C'est la plus grande forteresse jamais construite. Mais une forteresse est immobile. Elle ne sert à rien si l'ennemi décide de frapper ailleurs. Tout repose donc sur ce renseignement vital. Où et quand? Pour comprendre comment les soviétiques ont percé ce mystère, il faut regarder qui étaient ces oreilles de l'armée rouge. En 1943, le renseignement radio soviétique, l'OSNAS détachement à destination spéciale, n'est pas la structure omnipotente de Bletchley Park qui a cassé l'énigme. L'OSNAS revient de loin. Décimé en 1940, il a fallu tout reconstruire dans la douleur de la retraite. Mais en 1943, c'est une machine bien huilée. Imaginez des camions banalisés hérissés d'antennes, abritant des opérateurs radio, souvent des jeunes filles ou des garçons à peine sortis de l'adolescence. Leur quotidien est un enfer sensoriel. Assis 12 heures par jour, casque sur les oreilles, ils écoutent le chaos, le grésillement atmosphérique des bribes de musique, et soudain le bip bip bip, strident du morse allemand. Pour le profane, c'est du bruit. Pour eux, c'est la voix de l'ennemi. Leur mission est double. D'abord, la radiogoniométrie. Repérer l'origine du signal. Des véhicules équipés d'antennes cadres triangulent la position de l'émetteur. Un trait sur la carte, puis un deuxième, un troisième. Là où les lignes se croisent, là se trouve l'ennemi. Point par point, l'ordre de bataille allemand se dessine. Ensuite, le décryptage. C'est le royaume des mathématiciens et des linguistes, une élite intellectuelle travaillant dans l'ombre. Ils traquent les motifs, les répétitions dans les codes capturés. C'est un travail de fourmi épuisant, où une erreur d'interprétation peut coûter des milliers de vies. Le général Rokossovski comprenait la valeur de ces informations mieux que quiconque. Lui qui avait connu les geôles du NKVD savait faire la différence entre la vérité et la fiction. Il exigeait de ses services d'écoute l'impossible, non seulement savoir où étaient les Allemands, mais lire dans leurs pensées. Il poussa ses équipes d'écoute, ces petites abeilles comme on les appelait, au plus près du front, sous le nez des canons allemands pour capter les signaux tactiques les plus faibles. Le problème majeur restait la discipline allemande. Le silence radio était scrupuleusement respecté. C'était comme chasser un chat noir dans une pièce obscure et insonorisée. Comment trouver un ennemi qui se tait? Les soviétiques ont alors développé une technique fascinante, la radiodactyloscopie ou l'empreinte digitale radio. Chaque opérateur radio a une façon unique de taper le morse. L'un appuie plus fort, l'autre fait une pause imperceptible. De plus, chaque émetteur radio a une signature technique unique, un léger décalage de fréquence. Les soviétiques fichaient chaque radio, chaque opérateur. Ainsi, même si les Allemands changeaient de nom de code, l'opérateur soviétique pouvait dire « Tiens, séance de la 105 division, je reconnais son style ». Il traçait ainsi les mouvements des divisions fantômes. L'attente était insoutenable. Les semaines passaient. Les terres restaient muets. Rokossovski s'inquiétait, était-ce une ruse? Et puis un jour de juin, l'erreur fatale se produisit. Un grain de sable dans la mécanique de précision allemande. Un opérateur radio d'une unité de sapeurs peut, être par négligence, peut, être par problème technique, a brisé le silence. Un message court chiffré. Capté par une abeille soviétique tapie dans un abri en ruine, le message fut transmis aux cryptanalystes. Ils travaillèrent toute la nuit.
Le code n'était pas le plus complexe, mais il fallait faire vite. Au petit matin, le sens apparut. C'était une demande logistique banale, le bataillon demandait la livraison de charges allongées pour ouvrir des brèches dans les champs de mines. Ce détail anodin était en réalité la clé de tout. On ne demande pas d'ouvrir des brèches quand on se défend. On le fait pour attaquer. Les coordonnées correspondaient au secteur de la 9e armée allemande. La date de livraison donnait une fenêtre de tir. C'était la première fissure dans le mur du secret. Désormais, les analystes savaient quoi chercher. Ils ont lancé l'opération Buffalo, la traque des mots-clés. Ils avaient percé le jargon allemand. Les charges de déminage étaient des crayons. Le carburant pour les chars était du schnapp. Le regroupement des blindés était une noce. Soudain, l'éther devint transparent. Préparatifs de noces dans le secteur X, besoin de beaucoup de schnapp. Traduction attaque de chars imminente ici. Les soviétiques ne lisaient plus seulement des codes, ils lisaient les intentions de l'ennemi. Rokossovski voyait la bête se préparer à bondir. Il savait désormais quelle division attaquerait quel village. Il préparait des comités d'accueil sur mesure, là des canons lourds pour les chars Tigres, ici des mitrailleuses pour l'infanterie. Mais il manquait encore l'heure précise. La nuit du 2 au 3 juillet, le climax de cette guerre des ondes fut atteint. Un poste d'écoute intercepta un message du 40e corps de blindés allemands. Code prioritaire. Grâce à des clés de chiffrement partiellement reconstituées, le message livra son secret terrifiant. Attaque le 5 juillet à Troyes-Géraud. Ce n'était plus une déduction. C'était un ordre. L'information fut recoupée. Un autre message à la Luftwaffe, ordonnant des frappes aériennes à l'aube, confirmait tout. Le puzzle était complet. Rokossovski tenait le destin de la bataille entre ses mains. Il appela Staline. Imaginez la scène, le général au milieu de la nuit, le téléphone sécurisé à la main, annonçant au dictateur camarade « Staline, les Allemands attaqueront le 5 juillet à 3 heures du matin ». Staline, méfiant par nature, demanda des preuves. Rokossovski exposa tous les crayons, la noce, l'ordre intercepté et la confirmation par un prisonnier capturé in extremis. Zhukov, depuis le front voisin, appuya l'idée de génie, la contre-préparation d'artillerie. Puisque nous connaissons l'heure, ne les attendons pas. Frappons-les juste avant qu'ils ne sortent de leur trou. Le plan était risqué. Si le renseignement se trompait d'1 heure, des milliers d'obus tomberaient sur des positions vides, révélant l'artillerie soviétique pour rien. C'était un pari colossal sur la compétence de quelques jeunes gens avec des écouteurs. La nuit du 4 au 5 juillet 1943. Une nuit d'été douce et étoilée. Côté allemand, le sergent Hans fume sa dernière cigarette assis sur son char Panther. Il a peur, mais il a confiance. On lui a dit que les Russes dormaient, qu'ils seraient balayés par la surprise. Côté soviétique, le sergent Ivan Artilleur regarde sa montre. Il a reçu des coordonnées précises. Il attend. Dans son bunker, Rokossovski regarde les secondes s'égrener. 2h10. 2h15. À 2h20 précise, 40 minutes avant l'heure H allemande, Rokossovski murmure un mot dans le téléphone. L'enfer se déchaîne. Des milliers de canons d'obusiers et les terrifiantes orgues de Staline, les Katyushas, ouvrent le feu simultanément. L'horizon s'embrase d'une lueur apocalyptique. Pour les Allemands, le choc est total. Ils s'attendaient au silence, ils reçoivent l'apocalypse. Les obus ne tombent pas au hasard. Ils frappent les états-majors, coupant les communications. Ils font sauter les dépôts de munitions. Ils disloquent les unités de chars rassemblées pour l'attaque. C'est le chaos. L'arroseur arrosé à une échelle industrielle. Le général von Mellentin écrira plus tard « Les Russes ont frappé nos PC et notre artillerie ». La surprise était totale. Le moral en a pris un coup terrible. Quand les Allemands lancent enfin leur offensive à Troyes-Géraud, ce n'est plus un point d'acier coordonné, mais une main aux doigts brisés. Ils avancent sans soutien d'artillerie, sans communication claire, droit dans les pièges que les Russes leur ont tendus. Ils pensaient surprendre, ils sont attendus de pied ferme. La bataille de Koursk sera longue et sanglante, mais dès cette première nuit, l'issue était scellée. La Wehrmacht a perdu son avantage stratégique avant même d'avoir tiré le premier coup de canon, et ils n'ont jamais compris pourquoi. Ils ont cherché des traîtres, des espions infiltrés, sans jamais soupçonner que leur propre radio était leur pire ennemi. Après la victoire, le silence est retombé. Pas un mot sur ces héros de l'ombre. Secret d'État. Guerre froide. Oblige, on ne révèle pas ses méthodes. Et puis, dans la narration soviétique, la victoire appartenait au parti et au peuple, pas à une poignée d'intellectuels avec des casques. Pourtant, ces jeunes hommes et femmes, ces étudiants, ces musiciens des ondes, ont changé le cours de l'histoire.
Sans fusil, par la seule force de leur intellect et de leur patience, ils ont permis de briser la plus grande offensive blindée de tous les temps. Aujourd'hui, alors que nous nous souvenons du fracas de l'acier à Koursk, n'oublions pas le silence qui l'a précédé. C'est dans ce silence au fond d'un camion radio ou d'un bunker humide que la victoire a été forgée. C'était le triomphe de l'intelligence sur la force brute. Une victoire invisible, mais éternelle. Si cette histoire méconnue de la Seconde Guerre mondiale vous a captivé, si vous pensez que ces héros de l'ombre méritent d'être reconnus, partagez ce récit. Laissez un commentaire pour nous dire quelle autre bataille secrète vous voudriez voir révélée. L'histoire est pleine de murmures qui ne demandent qu'à être entendus.